Bonjour à tous. Donc, sur les aplasies médulaires, il y a donc on va parler de trois points principaux. Donc, les mutations somatiques dans l'aplasie médulaire, les études de vie réelle dans l'hémoglobinurie paroxyque nocturne et des études sur l'allogreffe dans l'aplasie médulaire sévère pédiatrique. Donc, les mutations somatiques, c'était une grosse partie des aplasies médulaires à l'âge en 2024, puisque en fait, ça faisait partie, il y avait deux présentations, deux communications orales, l'une après l'autre dans la même session. Donc, deux études que j'ai mis en perspective l'une par rapport à l'autre. La première, qui est une étude américaine du NIH, à gauche, donc présentée par Fernanda Gutiérrez, avec 192 patients avec aplasie médulaire sévère, un suivi longitudinal, mais c'est une analyse rétrospective, avec une médiane de suivi de 5 ans. Et dans l'analyse des mutations somatiques, ils ont utilisé des granulocytes enrichis, c'est-à-dire que leur prélèvement, ils ont enrichi en granulocytes pour pallier au fait qu'il y a donc des prélèvements qui sont très pauvres, notamment au diagnostic. La deuxième étude, c'était donc l'étude biologique de l'essai RACE de l'EBMT, une étude européenne. Je vous rappelle que l'essai RACE testait l'L-thrombopag en association au classique SAL-cyclo dans les aplasies médulaires sévères. Et donc, c'était l'étude des analyses moléculaires qui ont été réalisées de façon prospective, avec 140 patients analysés à 0 et à 6 mois, et 85 patients analysés à 0, 6 et 24 mois. Donc, la première chose que l'on voit dans ces études, c'est que les mutations somatiques sont très fréquentes à baseline dans les aplasies médulaires, avec donc les mutations recherchées correspondaient aux mutations recherchées dans les hémopathies myéloïdes, avec dans chacune des études des mutations principalement de PIGA, BCOR, d'NMT3A, LSXL1, TET2. Donc des mutations qui sont fréquentes au diagnostic. Dans l'étude du NIH, 64% des patients présentaient ces mutations au diagnostic, et dans l'étude RACE, 30% des patients. Ces mutations sont plus fréquentes chez les sujets les plus âgés, notamment pour les mutations de TET2 et de NMT3A, ce qui est déjà connu. Et une particularité de l'étude RACE est qu'ils ont trouvé une association avec davantage de mutations dans les aplasies sévères versus très sévères. Donc finalement, davantage de mutations chez les malades les moins graves initialement, mais cette association n'est pas retrouvée ni à 6 mois ni à 24 mois. Ensuite, l'évolution des clones au fur et à mesure de la maladie. Donc, il y a une augmentation de la fréquence des mutations somatiques, que ce soit du nombre de mutations ou de leur VAF, retrouvées dans les deux études. Vous voyez notamment ici, dans l'étude du RACE, on voit... Je ne sais pas si on peut mettre un pointeur... Ah oui, d'accord. Moi, c'est à droite, en tout cas, on voit à baseline à 6 mois et à 24 mois une augmentation de la VAF moyenne de 1,25 à 3, donc une augmentation au cours du temps. Et par rapport au nombre de mutations dans les RACE, il y a 30% des patients donc, mutés à baseline, et 55% à 6 mois et 80% à 2 ans. Donc une forte proportion des patients qui ont des mutations des gènes des hémopathies myéloïdes. Donc, l'étude du NIH a fait des études en single cell qui montrent que ces mutations sont présentes dans des clones indépendants. Vous voyez par exemple à droite donc un patient qui a 5 mutations BCOR dans des clones indépendants et une mutation PIGA dans un autre clone. Donc en fait, ces mutations ne dérivent pas l'une de l'autre, sont toutes dans des clones indépendants. Vous voyez à gauche une image qui montre l'évolution des mutations au fur et à mesure du temps, avec des patterns d'évolution très différents. Tout à gauche, on a des patients chez qui les mutations augmentent avant de diminuer, d'autres chez lesquels les VAF de chacune des mutations diminuent avant de réaugmenter à 2 ans, et à droite, des patients chez lesquels les VAF augmentent progressivement à 6 mois et à 2 ans. Dans l'étude RACE, toujours, malgré différentes analyses, ils n'ont pas retrouvé de pattern clair en termes de co-occurrence ou d'exclusivité de ces différentes mutations. Finalement, est-ce que ces mutations sont associées à la réponse? Eh bien, alors pas du tout. Donc, la présence de mutations, que ce soit à baseline, à 6 mois ou à 24 mois, n'est pas du tout associée à la réponse hématologique, n'est pas du tout associée à la transformation en hémopathie de plus haut grade.
Et vous voyez à droite donc les mutations à baseline, avec à gauche le groupe de patients qui n'a pas de mutation, à droite le patient présentant des mutations, et le taux de réponse complète, de réponse partielle et d'absence de réponse est équivalent dans les deux groupes. Donc, comme on disait, la présence de mutations initialement a été associée dans l'étude RACE à une maladie plus sévère à baseline, mais cette association n'a pas été retrouvée ni à 6 mois ni à 24 mois. Donc finalement, les mutations somatiques sont fréquentes dans l'aplasie médulaire, la prévalence augmente avec l'âge et durant l'évolution de la maladie. Cependant, il n'y a pas du tout de corrélation de la présence de ces mutations somatiques avec le traitement ou avec la réponse hématologique. Et notamment dans l'étude RACE, ça a prouvé que l'utilisation de l'L-thrombopag en association au SAL-cyclo n'était pas pourvoyeur de davantage de mutations des hémopathies myéloïdes. Et pas du tout, donc ces mutations n'ont pas du tout le même rôle que dans les syndromes myélodysplasiques et la leucémie aiguë. Et donc, a priori, il ne faut pas en tenir compte dans l'indication de l'allogreffe chez ces patients. Donc ensuite, on va parler d'hémoglobinurie paroxystique nocturne avec une étude présentée en poster sur l'efficacité et la sécurité du pegcétoplan chez les patients atteints d'hémolyse extravasculaire sous anti-C5. Donc une expérience de vie réelle du centre de référence français. Donc le pegcétoplan, c'est un inhibiteur proximal de C3 qui permet de contrôler l'hémolyse intravasculaire sans induire d'hémolyse extravasculaire. C'est un traitement qui est approuvé en France pour le traitement des adultes anémiques après au moins 3 mois de traitement anti-C5. Donc, dans cette étude de vie réelle, 39 patients ont été inclus de juin 2022 à juillet 2024, principalement des femmes avec un âge médian de 36 ans. 30% avaient reçu une thérapie immunosuppressive pour une aplasie médulaire associée. Près de 20% avaient présenté un événement thrombotique et la durée médiane entre le début de traitement par anti-C5 et le pegcétoplan était de 39 mois. 12% avaient reçu du ravulizumab et 27% de l'éculizumab. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'avant le pegcétoplan, l'hémoglobine médiane était de 8,8 g par décilitre. Et après 12 mois de traitement, 63% des patients ont atteint un taux d'hémoglobine satisfaisant supérieur à 12 g par décilitre. Les événements hémolytiques aigus étaient présents chez un tiers des patients, avec une hospitalisation dans un quart des cas, un arrêt pour effet secondaire efficacité insuffisante chez 10% des patients et 30% qui nécessitent une augmentation de la fréquence des injections. Donc finalement, cette étude de vraie vie montre qu'en vraie vie, le pegcétoplan a eu une efficacité similaire à celle rapportée dans les essais cliniques. Il n'y a pas plus d'infections, pas plus de crise hémolytique grave, et que ça permet une normalisation de l'hémoglobine sans risque surajouté pour les patients. On va ensuite parler de 2 études présentées en poster sur l'allogreffe chez les patients pédiatriques, avec donc une utilisation de l'allogreffe chez ces patients, même s'ils répondent bien en général à la thérapie immunosuppressive, il y a quand même le risque d'évolution clonale, de dépendance à la cyclosporine, et donc plusieurs études qui sont intéressées aux allogreffes avec des donneurs non apparentés. La première a été présentée par le docteur Arthur Sterrin donc en poster, avec 20 enfants de 9 centres qui ont reçu un conditionnement par fludarabine, cyclophosphamide, alemtuzumab, avec une source du greffon principalement de la moelle osseuse et des donneurs non apparentés 10-10. Donc une survie globale extrêmement bonne de 100%, avec un suivi médian de 2,5 ans et 3 patients sur 20 qui ont présenté un échec secondaire de greffe. La deuxième étude est donc présentée par le professeur Jean-Hugues Dalle et correspondait à une étude prospective sur une allogreffe, donc également avec donneur non apparenté, en première ligne chez les patients pédiatriques. Donc c'est une étude prospective multicentrique de phase 2 à un seul bras. Donc l'objectif principal était de réaliser une allogreffe dans les 60 jours après diagnostic, avec un conditionnement par fludarabine, cyclophosphamide, antithymoglobuline ou irradiation corporelle totale et antithymoglobuline. Donc, cette étude a inclus 15 patients et l'objectif principal n'était pas positif, enfin, cette étude n'est pas positive parce que le temps médian était de 67 jours contre
une durée qu'on avait prévue initialement de 60 jours, une GVH aiguë dans 23% des cas, un patient décédé de lymphoprolifération liée à l'EBV, mais aucun échec de greffe primaire secondaire et aucun report ou annulation de greffe à cause d'infections sévères. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Mathilde. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi Thierry, c'est qu'en fait Flore Sicre est arrivée, donc elle va pouvoir commenter les essais de l'adulte. Et puis si tu as un petit commentaire sur les 2 dernières. Merci Flore. Oui Thierry, puisque tu ne voulais pas le faire. Donc je suis venue exprès pour ça, puisque je dois partir après. Merci Mathilde. Donc oui, je crois qu'il y a un message qui est très important. Même si la signification de ces études sur le profil mutationnel des patients avec aplasie médulaire et la raison pour laquelle on observe cette augmentation au cours de l'évolution est encore pas très claire. Et ce qu'on ne sait surtout pas, c'est le très long terme de ces patients qu'on a suivis prospectivement. Et malheureusement, on n'aura pas de suivi à plus de 2 ans des patients inclus dans RACE parce que l'étude prospective avec les prélèvements médulaires séquentiels n'a pas pu être poursuivie. Et je crois que c'est ça, c'est ce qui est plus dommage. Donc le message numéro 1, c'est oui, c'est pas parce qu'on a une mutation étiquetée myéloïde au diagnostic d'aplasie médulaire qu'il faut adapter la prise en charge à cette mutation. Il faut continuer à traiter ces patients en fonction de l'algorithme de base s'il n'y a pas d'autres arguments pour une évolution vers une hémopathie myéloïde. Hein. Donc la mutation ne fait pas le diagnostic de SMD, et y compris quand on a un patient qui a un clone à 50% comme on voit parfois des SXL1 mais qui est en RC, ce n'est pas pour ça qu'on va le greffer. Donc ça, c'est vraiment le message numéro 1. Après, le très long terme, on sait quand même que la médiane de survenue des hémopathies myéloïdes, c'est plutôt entre 5 et 15 ans après le diagnostic d'aplasie médulaire, même si on a des formes plus précoces. Donc c'est vrai que l'étude RACE, c'est 2 ans de follow-up. Hein. Là, on a 2 ans de follow-up, donc il faut quand même qu'on attende un peu plus. Alors on espère qu'on pourra quand même, au moins sur le plan clinique, avoir le follow-up de ces patients dans cette étude randomisée pour voir s'il n'y a pas du tout de différence du fait du révolat de diagnostic. Mais bon, effectivement, il y en a encore plein de choses à comprendre sur l'hématopoïèse clonale et l'échappement à la réponse immunitaire dans cette maladie. Ouais. J'ai vécu, mais d'autres ont vécu comme ça, avec l'idée que c'était une maladie immunologique, avec une immunologie T qui décapitait les cellules souches. La clonalité, est-ce que ça ne change pas myéloïde? Ça ne change pas un peu la façon de voir l'aplasie médulaire? Alors, après, la question, c'est qu'est-ce qui déclenche cette réponse immunitaire? Et ça peut être une façon, ça a été une des hypothèses, c'est de dire que finalement, les mutations au sein des cellules souches pourraient être la cible de la réponse immunitaire ou pourraient être un mécanisme d'échappement, comme on le voit avec le clonage PN ou les mutations du CMH. Après, encore une fois, on n'a pas la réponse. Thierry, un petit commentaire pédiatrique rapide, hein, parce que... Je vais surtout parler de la deuxième étude qui était un PHRC mode upfront. Alors en fait, on a très peu de données sur la greffe 10-10 chez l'enfant, hein, de manière paradoxale. C'est un vieux papier de Locatelli dans BJH. Et donc on avait voulu reproduire ces résultats et on a obtenu un PHRC. Et il faut vraiment réfléchir au critère principal de l'étude, parce que vous voyez, là l'étude s'arrête parce qu'on ne pourra jamais avoir l'objectif principal, qui était de greffer en moins de 60 jours. Mais finalement, greffer à 67 jours, c'est quand même pas dramatique. Et malheureusement, le PHRC a été arrêté parce qu'on n'a pas réussi à obtenir l'objectif principal. Néanmoins, les résultats sont très bons et ça va quand même confirmer que pour des patients pédiatriques, en particulier quand on a un doute sur une maladie constite, on est assez tranquille pour faire du 10-10 d'emblée, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Voilà. Et le deuxième qui est important, c'est que on a greffé ces patients, donc ces enfants, en upfront avec du FCC pendant très longtemps, parce que les Anglais avaient publié ce conditionnement en disant que ça faisait beaucoup mieux et qu'il fallait impérativement les greffer comme ça, alors qu'il n'y a aucune donnée comparative. Et c'est pour ça qu'en parallèle de l'étude MUPT upfront, on a fait le choix de faire une étude rétrospective des patients greffés avec un FCC pour justement comparer
les deux conditionnements, le FCA-TBI, qui est celui qu'on utilise classiquement en France, et le FCC. Et donc l'idée derrière, ce sera de comparer les résultats de ces deux études avec des patients qui ont à peu près les mêmes profils première ligne, même profil d'âge, même. Et ce qu'on voit quand même, c'est que dans l'étude d'Arthur, il y a quand même des rejets en première ligne. Donc greffer un patient en première ligne, c'est pas la même chose que greffer en deuxième ligne. Et il y a pas mal de complications allo-immunes de type anémie hémolytique auto-immune, comme ce qu'on voit avec d'autres conditionnements avec du Campate. Donc voilà, pour toujours dire qu'il faut remettre en cause les dogmes